Après le divorce, j'ai acheté ce portique pour ma petite fille et on a passé une journée pour le monter ensemble. Elle en a fait ce jour-là et encore une fois après. Et depuis, je ne l'ai pas revue. Ça fait maintenant 2 ans et demi. Oui, elle s'est bien amusée avec. J'aurais bien aimé qu'elle soit là de temps en temps pour en profiter, pour la voir un peu. C'est pas juste. Ma vie s'est arrêtée depuis que je ne peux plus la voir. Ma vie s'est arrêtée. Je ne sais pas si un jour je la reverrai. Je commence à avoir des doutes. Sa mère l'a enlevée, elle se cache avec elle. Je ne sais vraiment pas où. C'est dans un motel de la banlieue nord d'Atlanta que se sont réfugiés Tessie et sa fille Jade, âgée de 6 ans. Depuis 4 semaines, elles ont quitté travail, maison, école, famille. Elles vivent cloîtrées dans une chambre et changent d'hôtel tous les 3 jours, de crainte d'être repérées. Une cavale pour fuir un mari, un père, mais aussi la police qui les recherche. Ce sont des fugitives. Pourtant, Tessie est convaincue de n'avoir fait que son devoir de mère. Aujourd'hui, elles ont peur. Tessie de la prison, Jade de son papa. Son père l'a meurtrie mentalement, physiquement, de toutes les manières. Elle va suivre un traitement psychologique jusqu'à la fin de ses jours, et moi aussi probablement. On se cache parce que le juge a émis un mandat d'arrêt contre moi, parce que j'ai refusé de donner Jade à son père. Le juge estime que Kenny a besoin de voir sa fille. Et comme il y a un mandat d'arrêt contre moi, je risque la prison. On peut m'y envoyer pour 1 an ou plus. Et Jade retournerait immédiatement chez son père pour vivre avec lui. Cela ne lui ferait aucun bien. Ce qu'il a fait est un crime, c'est contre la loi. Mais c'est nous qui nous cachons comme des criminels, pendant que lui fait tranquillement la tournée des bars. Ce n'est pas juste. Je ne trouve aucune justice là-dedans. Tessie ne peut plus retourner dans la maison qu'elle habitait avec sa fille depuis le divorce. C'est donc Angie, sa tante, qui, accompagnée de sa grand-mère, se charge de récupérer les affaires que Tessie n'avait pu emporter dans sa fuite précipitée. Prendre l'essentiel, rien que l'essentiel. La clandestinité risque d'être longue. Voici la maison de Tessie. C'est ici que Tessie et Jade ont vécu. Mais ça fait un moment qu'elles n'y sont pas venues. Elles ont dû partir en catastrophe. Tessie avait le sentiment d'y être en danger. This is hard. Yeah, I got some silverware. This is hard to know what to get and what not to get. Not only did he do this to Non his seulement daughter, il a fait ça à sa fille, done this to Tessie, mais il a aussi fait du mal à Tessie. Il l'a obligée à quitter sa maison, à quitter son travail et à s'éloigner de sa famille. Il a fait des choses horribles à chaque membre de notre famille en nous privant de quelqu'un que nous aimons. Si elle est obligée de quitter ce pays pendant des années, ce serait presque comme si elle était morte. Ça me met très en colère. J'aimerais tellement pouvoir lui casser la tête, mais je sais que ce n'est pas bien non plus. Very good. Now they want you to add 2 plus 1. C'était un samedi matin. Jade traversait la cuisine au moment où je préparais le petit déjeuner. Elle se tenait l'entrejambe. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'être essuyée ou si elle avait besoin de prendre un bain. Elle m'a répondu que non. Elle avait mal aux fesses parce que son père avait joué avec. J'ai tout de suite appelé ma tante Angie et ensemble, nous lui avons posé des questions sur ce qui s'était passé.
où il l'avait touchée, où il se trouvait, où elle se trouvait et qui était là. Elle m'a dit qu'elle était dans la chambre de Mamie Marie. Je lui ai demandé si elle était dans le lit, ou sur le canapé, ou par terre. Elle m'a dit dans le lit. Je lui ai demandé alors si elle était habillée. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas de vêtements, pas de culotte non plus, que son père aussi avait enlevé son slip. Avec ma tante, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait laisser passer ça et qu'il fallait appeler les services sociaux. J'ai cru à ce que Jade m'a dit complètement. Les réponses qu'elle me donnait, elle ne pouvait pas les avoir inventées. Ici, c'est sa chambre. Là, c'est son nounours. Tous ses bouquins, ses affaires. Elle n'en a jamais vu la plupart. Je n'ai jamais touché à cet enfant. Je n'ai jamais couché avec ma fille. Ni avec elle, ni avec la fille de quiconque. C'est contre mes principes. Il n'y a jamais eu d'enfant maltraité dans ma famille, ni dans celle de mon mari. Aussi loin qu'on puisse se souvenir, on n'a jamais abusé de nos enfants. En fait, Kenny ne savait pas vraiment ce que c'était avant que tout cela ne commence. Je donnerais ma vie pour la voir. Vous donneriez votre vie pour la voir? Enfin, je donnerais presque ma vie pour la voir, parce que si je le faisais, je ne pourrais pas la voir non plus. Voici un dessin que Jade a fait. Au début, on ne comprenait pas bien. Mais ceci est un lit à baldaquin. C'est le lit à baldaquin qui se trouve dans la chambre de Marie-Élise, sa grand-mère. Ça, c'est la table de chevet. Voici la porte d'entrée de la chambre. Ici, celle du placard. Ça, c'est la télé où il l'a forcée à regarder des films pornographiques. Des films où on frappe des enfants et où des hommes couchent avec des enfants. Les enfants ne dessinent que les choses qui les marquent. Et si elle est capable de dessiner ce lit à baldaquin, pour moi, ça signifie que c'est un endroit traumatisant pour elle. C'est quelque chose dont elle se souviendra toute sa vie. Ici, c'est Kenny avec son pénis et sa main sur son sexe à elle. Il lui tient ce qu'elle appelle sa kikounette. Et malgré tout ça, le juge voudrait qu'elle retourne avec son père. Son père qui lui a fait ça. Il voudrait la renvoyer dans la maison de Marie-Élise, la maison où se trouve ce lit. Après les accusations de Jade, Kenny Ellis est arrêté et mis en examen le 28 mars 1994 pour abus sexuels sur mineurs. Le même jour, il est relâché sous caution avec interdiction de revoir sa fille. 6 mois plus tard, l'autorité judiciaire du comté décide d'abandonner les charges qui pèsent contre lui. Motif, Jade est trop jeune pour témoigner aux assises contre son père. Pour le juger, il faut attendre qu'elle ait 3 ou 4 ans de plus. Mais en juillet 1995, le magistrat chargé de l'affaire, le juge Dudley Smith, 72 ans, autorise Kenny Ellis à revoir sa fille 2 fois par mois. Une décision incompréhensible pour le procureur qui avait bâti un solide dossier. Mais il est difficile de convaincre des juges comme Dudley Smith, ultra-conservateurs, qui répugnent à reconnaître l'existence même de tels crimes. Cette décision provoque la fuite de Tessie et l'indignation du psychologue qui traite de Jade. Pour le docteur Nord, l'identité du coupable est claire. Je suis convaincu que Jade a subi des abus sexuels. Je n'ai pas le moindre doute. Les enfants de cet âge ne sont pas capables d'inventer de telles histoires, avec autant de détails. Jade a décrit une scène où son père l'a déshabillée dans la chambre. Il l'a obligée à le caresser et à mettre son sexe dans sa bouche.
Dans la salle de bain, la même chose s'est produite. Ils prenaient un bain ensemble, il s'est levé, l'a forcé à le caresser et à mettre de nouveau son sexe dans sa bouche. Au moment où il s'apprêtait à jouir, il lui a dit qu'il devait aller aux toilettes et Jade a vite retiré sa bouche. C'est la seule solution que je vois. Imaginez, vous racontez à la police ce qui s'est passé, vous le dites aux services sociaux, vous essayez d'être forte et vous racontez au juge ce qui s'est passé, vous êtes honnête, vous dites la vérité. C'est ce que Jade a fait et personne n'a voulu l'écouter. Si eux ne la protègent pas, qui le fera, à part moi? Les gens qui sont censés protéger des enfants innocents comme elle refusent de nous aider. Ce juge Smith ne veut pas nous écouter. Moi, on m'a appris à croire au système. Si vous avez un problème, vous faites le 17. Si on vous agresse, si on vous cambriole, si on vole votre voiture, appelez le 17. C'est ce que j'ai l'impression d'avoir fait, mais personne n'était là pour nous aider. I've got one at my house. That one not bad. You ready? All right. C'est la prière qui me donne la force de tout supporter, pas la police. Ma famille m'aide. C'est difficile d'être recluse dans cette chambre, d'être obligée de faire le tri dans tout ça. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Je veux aller voir ma mère, ma sœur, mon frère. Je veux aller travailler. Et tout ça m'a été volé. Voilà où nous en sommes, en train de faire le tri dans nos affaires, fuyant comme des criminels. Et moi, je n'ai rien fait de mal. Cette même histoire se répète inlassablement depuis maintenant une dizaine d'années aux États-Unis. Dans le plus grand secret, d'un État à l'autre, des mères et des enfants se cachent. Dans des hôtels, chez des particuliers, avec pour principal objectif échapper à la justice. Comme Tessie, elles ont pris la fuite, désavouées par les tribunaux, après avoir accusé leur mari d'abus sexuels sur leur fille ou leur fils. Tous ont rejoint l'Underground Railroad, un réseau clandestin de bénévoles qui les aide et les forme à leur nouvelle vie de fugitifs. À sa tête, une femme de 47 ans, Faye Yeager. Les lois aux États-Unis sont telles que les enfants n'ont aucun droit. Ils sont la propriété de leurs parents. Et si les parents veulent en abuser, ils ont plus ou moins le droit de le faire. Je vais vous donner un exemple.
Dans ce comté où je vis, en 1993, 2500 plaintes pour abus sexuels sur enfants ont été déposées. Sur ces 2500 plaintes, 1700 cas étaient suffisamment crédibles pour nécessiter une enquête approfondie. 1700 cas pour lesquels on a décidé de faire quelque chose. Résultat de ces enquêtes, moins de 200 droits de visite réglementés et 70 arrestations. Et sur ces 70 arrestations, il n'y a eu que 35 condamnations. Est-ce que ça vous donne une idée? Cette année, aux États-Unis, plus d'1,5 million de procès-verbaux ont été dressés pour sévices sexuels. Si ce chiffre a été multiplié par 10 au cours des 6 dernières années, un rapport du barreau américain révèle cependant que 4% des plaintes seulement mènent à une condamnation. Conséquence, depuis 1987, Faye Yeager a caché 4 à 5 000 fugitives. Hello. What about for your children? When the person calls for help. Quand une personne m'appelle, je lui dis quoi emporter, comment s'organiser pour ses papiers et je lui demande de venir ici, à Atlanta. Quand elle arrive avec l'enfant, nous décidons où ils vont aller, ce qu'ils vont y faire et comment ils vont s'y prendre. Et puis je leur donne un cours sur comment vivre hors la loi et ne pas se faire prendre. Au premier contact, ils se font faire de nouveaux papiers d'identité et une fois que c'est fait, ils passent au contact suivant et commencent une nouvelle vie. Ça prend entre 6 mois et 1 an. David est en fuite depuis 4 ans. Lui et sa maman ont refait leur vie sous une fausse identité. Après 3 ans de vaines batailles juridiques, Alicia a fui le Texas avec sa mère il y a 2 ans. Aujourd'hui, elles vivent à l'étranger. Alicia devra attendre d'avoir 18 ans pour retourner aux États-Unis. Donna Washburn a fui avec ses 4 enfants. Le FBI l'a retrouvée et arrêtée. Après 6 mois de prison et 2 ans de lutte, elle a récupéré la garde de ses enfants. En avril 1993, Paula Oldham et sa fille Christina se sont réfugiées en France, avant qu'un détective privé engagé par le père ne les retrouve. Est-ce que je pense que c'est la solution? Bien sûr que non. Mais c'est une possibilité. Et c'est bien mieux qu'un pénis dans la bouche et un enfant qui est obligé de vivre avec son bourreau. Si on me demandait de choisir entre les deux, je choisirais d'être fugitive, sans aucune hésitation, plutôt que de voir s'éteindre un petit enfant innocent. Il est toujours difficile de devoir changer de vie. Ça l'est encore plus lorsque l'on a 5 ans. Jessica est partie de chez elle depuis 6 semaines avec sa mère et ses 2 demi-frères, qu'elle a entraînés dans cette douloureuse aventure. L'expérience n'est pas moins traumatisante pour eux. Pourtant, ils n'ont pas hésité à sacrifier leur vie bien réglée pour cette existence de paria. My life now is very chaotic. You know, living like this is not exactly a pleasant time. You know, being confined to a room is what he should be doing right now. We shouldn't be confined to a hotel room. He should be confined to a cell. And we should be free. He took our freedom. He took her innocence. I left my girlfriend. I left, you know, I left a good home, a good, stable home, you know. You get up, you go to school, you come home, eat dinner, you know, and then go out, go play basketball or something, you know. And now that's gone, and it was worth it, though. I just hope that we can get that back someday.
I don't know, it's just hard. Because I trusted him like he was my dad. And then he went off and did this. I don't know how anybody could do it. Now I have to leave all my friends. I have to just run. It's not easy leaving all your friends. Just because some fool did this. L'Underground a ses détracteurs. De nombreuses associations de protection de l'enfance accusent Faye Yeager de n'offrir aux enfants qu'une existence précaire où se mêlent la peur et le mensonge. Ainsi, des psychologues associés à des procureurs ont créé des centres d'aide aux enfants victimes d'abus sexuels. Ici, à Atlanta, on accueille ces enfants, on leur fournit un soutien thérapeutique et surtout on les prépare à affronter la machine judiciaire. Car c'est bien la place donnée à la parole de l'enfant qui se trouve au cœur du problème. Trop souvent, cette parole est négligée, parfois ignorée, parce que l'enfant, choqué par l'enquête et l'ambiance du procès, ne peut s'exprimer. Dans ce centre, on va le préparer à l'audience et tenter d'éviter que l'enquête policière n'ouvre une blessure supplémentaire. Les premiers témoignages sont recueillis par une psychologue chevronnée et, fait très important pour la suite, ils sont filmés. Dans une pièce voisine, le procureur regarde, écoute. En tant que procureur, j'ai été formé à être agressif. Je veux faire sortir les informations. Elle a beaucoup de patience. Parfois, ça lui arrive d'interviewer les enfants 2 ou 3 fois avant qu'ils ne racontent ce qui s'est passé. Habituellement, les policiers et les procureurs ne savent pas bien s'y prendre. Plusieurs études ont montré que les enfants sont traumatisés par l'épreuve du procès s'ils n'y sont pas préparés. Si vous amenez un enfant dans une salle d'audience sans lui expliquer comment ça va se passer, un tribunal, bien entendu, avec son ambiance conflictuelle, ne lui est pas familier. Alors s'il doit être confronté à ce type de situation sans y être préparé, c'est très angoissant. I have been in trial. I do remember. And do you remember what happened there? Yes, I had to tell the judge what my dad did to me. Je n'ai pas pu le prouver, au-delà de ce qu'ils appellent un doute raisonnable. Et ça peut vouloir tout dire en Amérique. Par exemple, qu'ils peuvent tout déformer. En fait, il ne s'agit pas de chercher la vérité ni d'être honnête. Lui, il s'est présenté à la barre des témoins, il a menti sur toute la ligne, et ça s'est bien passé pour lui. Nous avons dit la vérité et nous avons perdu. Et voilà, nous en sommes. Il y a un problème avec les juges qui sont âgés. Et ce n'est pas pour les dénigrer, mais c'est une génération qui n'a pas voulu croire que ces choses existaient. Et c'est très très difficile de les convaincre que ces crimes épouvantables sont commis et qu'ils sont commis contre des enfants. Parce que pendant des années et des années, ce sujet était tabou. C'est pourquoi les juges les plus âgés ont tendance à être plus sceptiques. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ici, nous essayons d'éduquer nos juges. Nous les informons. Nous les invitons à des conférences. Et nous essayons de les convaincre qu'il s'agit d'un réel problème. Tom Morgan est procureur général en Géorgie. En dépit de la lutte qu'il mène pour la reconnaissance de l'abus sexuel,
il reconnaît volontiers les défaillances du système juridique. Une fois, j'ai perdu un procès. Pourtant, j'avais fait tout ce que je pouvais. La mère a fui et elle et l'enfant sont devenus des fugitifs. Elle s'est battue, je me suis battu, mais le système n'a pas fonctionné. Ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que si une femme fuit avec son enfant, elle perd tout. Elle sacrifie son nom, son identité. Elle devient une criminelle. Personne ne ferait ça à moins d'être absolument convaincu que l'enfant est abusé. Moi, je le ferais aussi. Je suis procureur. Mais si je pensais que quelqu'un faisait du mal à mon enfant et s'il fallait fuir avec lui pour le protéger, je le ferais. Faye Yeager est une femme de conviction, obstinée et courageuse. Les risques font partie de son quotidien. Ses activités illégales lui ont d'ailleurs valu un retentissant procès. Le FBI a tenté de l'envoyer en prison pour 60 ans. Elle a été acquittée, mais la pression demeure. Pourtant, elle n'hésite pas à ouvrir sa maison en permanence aux femmes et aux enfants que la justice a déboutés. Rose est l'une d'entre elles. Arrivée avec son fils il y a 6 mois, elle a découvert chez Faye la chaleur d'un foyer qui est devenu peu à peu le sien. D'abord, mes parents m'ont cachée, et puis mon père m'a demandé si j'étais prête à fuir. Je ne comprenais pas où il voulait en venir. Il m'a dit qu'il allait contacter Madame Yeager. Elle m'a cachée pendant quelque temps, et puis elle m'a proposé de venir chez elle en tant que gouvernante. Moi, j'ai accepté. Je lui ai dit, je ferai presque n'importe quoi pour vous, parce que je veux qu'un jour, mon fils et moi, soyons libres. On ne m'a jamais laissé vivre une vie normale avant de venir ici. Je ne me suis jamais occupée de moi. Je voulais mourir. Je m'en foutais. Mais maintenant, je me lève le matin et je vais bien. Je me coiffe, chose que je ne faisais jamais auparavant. J'essaye de me faire jolie, alors qu'avant je m'en foutais complètement. Je me levais et je faisais juste ce qu'il fallait pour lui, mais pas pour moi. C'est lui l'amour de ma vie, c'est ma raison de vivre. Et le matin, c'est pour lui que je me réveille. Je veux qu'il ait une bonne vie, sans abus, plus maintenant. Il n'en a pas besoin. Viens voir maman. Tu es un bon garçon. Qu'est-ce que tu as? Une voiture? Quelle couleur? Verte. Une voiture verte. Tu aimes maman? Voiture verte. Peux-tu dire je t'aime, maman? Et moi je t'aime aussi. Je ne voudrais pas qu'une mère ou un père subisse ce que j'ai subi. C'est la raison d'être de l'Underground. Je sais ce que ça fait. Faye a vécu son propre cauchemar. Pendant 16 ans, elle a essayé de retirer sa fille Michelle des mains de son ex-mari, Roger Jones, affirmant qu'il molestait l'enfant. Personne ne l'a cru. Elle a connu l'hôpital psychiatrique et la prison. Finalement, en 1986, le FBI découvre des vidéos pornographiques montrant Jones avec des gamines de 10 ans. 8 mois plus tard, il est arrêté et condamné à 60 ans de prison. Je ne peux même pas vous expliquer ce que l'on ressent. Il faut vous mettre à ma place. Quand on vous enlève votre premier enfant de vos bras et qu'on le confie à quelqu'un que vous savez dangereux, et vous savez que cette personne lui fera du mal, et on vous oblige par ordre de la cour à vivre ça. Toutes ces années, les meilleures années de ma vie, j'ai pleuré à Noël, j'ai pleuré à Thanksgiving, j'ai pleuré les jours d'anniversaire, au lieu d'être heureuse. Les moments de ma vie où j'aurais dû être heureuse, ces moments étaient épouvantables parce qu'elle n'était pas avec moi et parce que je savais au fond de mon cœur qu'on abusait d'elle.
Et puis il y a une espèce de juge qui vous dit « c'est juste comme ça, le système judiciaire tourne lentement et parfois il ne tourne pas du tout ». Je me disais « il a raison, il ne tourne pas du tout ». Et pourquoi risquer la vie d'un autre enfant? Pourquoi? Chaque fois que je vois un de ces enfants, si je peux faire quelque chose, aussi minime soit-elle, je le ferai. Je prendrai le risque. Les photos de Tessie et Jade viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision. Faye Yeager estime qu'elles ne sont plus en sécurité dans un motel. Rencontre furtive sur un parking anonyme. Le temps pour Faye de leur donner rendez-vous dans un appartement qu'elle possède au centre d'Atlanta. Il faut les loger en lieu sûr avant de les faire partir pour le Canada. La cavale continue. Faye Yeager n'utilise cet appartement qu'en extrême urgence. Par précaution, elle n'y cache des fugitifs que quelques heures, un jour tout au plus. Hey, listen, you didn't bring that camera through the front doors like ma'am. Okay. It was covered up and was not filming at that point. Where did you start, on the elevator or something? Okay. Le départ est prévu pour le lendemain. Faye Yeager, comme elle l'a déjà fait des centaines de fois, a organisé la fuite. Avec soin. Pas question de laisser le moindre indice à la police. Pour ressembler à des touristes, elles partiront en famille, dans un van. Quant au poste de frontière qu'elles franchiront, il a été repéré par Faye au cours d'un voyage précédent. Le choix du parcours obéit aux mêmes critères, passer inaperçu. Et si un problème survient, les relais locaux de l'Underground sont là pour leur venir en aide. Le lieu de destination, un petit port de pêche au Canada. All right. Quand j'entends frapper à la porte, ça me rend paranoïaque. J'ai peur. J'espère que ce n'est pas la police, un chasseur de primes ou un détective privé. Je prie que ce soit ma mère ou ma grand-mère qui viennent me chercher pour me ramener à la maison. J'espère qu'un jour nous aurons un endroit où Jade sera en sécurité, que nous ne vivrons plus dans la crainte que quelqu'un ne débarque chez nous pour m'emmener en prison. Un endroit où elle pourrait avoir des amis pour jouer, où je pourrais moi aussi avoir des amis, peut-être un boulot. Un endroit où on pourrait se sentir chez soi. « 3500 kilomètres en 3 jours, avec la peur au ventre, peur de la police, peur d'être suivi, peur de la moindre rencontre. Au bout, c'est la liberté, enfin, une forme de liberté. Take me back to yesterday, when the line between right and wrong didn't seem so easy. Lovers really fall in love to stay, stand beside each other, come what may. Promise really something people care, not just something they would say. Families really bow their heads to pray. Daddies really never go away. Oh, oh, Grandpa,
Dans ce pays, il n'est pas facile de repérer l'argent liquide. Si on se servait de nos cartes de crédit, on pourrait très facilement nous localiser. Savoir où nous avons été, où nous avons passé chaque nuit, quel trajet nous avons suivi. Avec du liquide, nous pouvons tromper la police ou n'importe quel détective beaucoup plus longtemps. New York City police have run smack into another blind alley in their investigation of the murder of the Central Park jogger. They had been interviewing what seemed like a promising suspect, but they released him after... C'est pas grave de pleurer. C'est pour ça que nous faisons ce voyage, pour être en sécurité. Si nous rentrons à la maison, nous ne serons pas en sécurité parce que ton père va te récupérer et que moi j'irai droit en prison. Et on ne veut pas ça. Si vous devez aller en France, moi et papy, nous viendrons en avion vous voir. C'est d'accord? Il faut qu'on soit forte et qu'on reste ensemble. Tu peux être forte? Être une grande fille? Tu peux, je sais que tu peux. Papy ira bien. Mamie aussi, parce qu'ils sauront dans leur cœur que nous sommes en sécurité. Je t'aime. On va rester ensemble, d'accord? Tu veux un câlin? Regarde-moi. Tout va bien se passer, on va s'en tirer. Je t'aime. Regarde-moi. Ce n'est pas de ta faute. Arrivés au Canada, Tessie et Angie doivent rencontrer leurs contacts et s'organiser. Première difficulté, trouver un appartement pas cher, discret, avec un propriétaire peu curieux de ses locataires. Une étrangère seule avec son enfant en période scolaire ne peut qu'éveiller la suspicion. Et puis il faut s'installer. Et déjà, il faut songer à se séparer. On ne sait pas quand on la reverra. On ne sait même pas si on la reverra. Parce que ma santé n'est plus très bonne. Et celle de son grand-père non plus. Donc il se peut très bien qu'on ne la revoie plus. Ça va être très difficile. Et je n'ai vraiment pas envie de pleurer. Mais on ne sait toujours pas comment tout ça va finir, même après 2 ans et demi de bataille juridique. Ça ne devrait pas être comme ça en Amérique. Notre système a échoué. Il a échoué avec cette petite fille.
love y'all. I love you too. Bye. Si je regarde en arrière, il n'y a rien de plus que j'aurais pu faire. Rien qui aurait changé quoi que ce soit. Le matin en me levant, je peux me regarder dans la glace et me dire que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et c'est la seule chose qui me reste. C'est en 1986 que Paula Oldham épouse Martin Ogawa. Lune de miel de courte durée. Peu à peu, Martin se montre jaloux, violent. La naissance de la petite Christina ne rapproche pas le couple. Au contraire, Martin semble se désintéresser de sa fille et Paula, en plus de son travail, doit s'occuper seule de son enfant. En 1989, Paula découvre que Christina est abusée sexuellement. Plusieurs indices la persuadent que Martin est le coupable. Elle demande aussitôt le divorce et la garde de sa fille. Malgré les plaintes déposées, celles de Paula et celles d'autres témoins, malgré les examens médicaux qui attestent des abus, la police décide de ne pas enquêter, ni même d'interroger Martin. Le divorce prononcé, il obtient la garde conjointe de Christina. Personne ne veut croire que quelque chose de pareil puisse arriver à son enfant. Et personne ne veut croire que quelqu'un qu'il connaît puisse être capable de faire une chose aussi horrible. Et c'est difficile, même si c'est l'évidence, de l'accepter. C'est choquant. Mais quand un enfant se comporte comme ça, et que le médecin vous affirme qu'il s'agit de ça, vous n'avez pas d'autre choix que de le croire. Je ne voulais pas partir. Mais ma fille est rentrée un jour. Elle m'a dit que sa zigounette la brûlait. Elle hurlait. Elle avait très mal. Et je ne pouvais pas l'emmener chez le médecin, parce que le juge me l'avait interdit. Il ne me restait plus d'autre solution. J'avais appelé tout le monde, j'avais fait tout ce que j'étais supposée faire. Donc il fallait que je parte. On m'a donné le numéro de Faye Yeager. J'ai envoyé Christina un dernier week-end chez son père pendant que j'organisais tout. Et on est parti. Paula commet l'irréparable. Vice-présidente d'une importante banque californienne, elle quitte tout et s'enfuit dans le sud de la France avec Christina. Elle trouve refuge dans un petit village proche de Montpellier, Carnon. C'est elle à la plage. Elle était si heureuse là-bas. Si heureuse.
Il lui a fallu un peu de temps. Et puis, je l'ai inscrite dans un club Mickey. Et elle s'est fait beaucoup d'amis. Elle est devenue cette enfant incroyablement joyeuse que tout le monde connaissait dans le village. Here we go. Where's the place in Mexico? Mais ce bonheur sera de courte durée. Son ex-mari engage cette détective privée, Charlotte Blazer. Sa spécialité, la recherche d'enfants disparus. Son gagne-pain, la traque des femmes que cache et protège l'underground. À la poursuite des fugitifs, Blazer se fait passer pour un agent des studios d'Hollywood, un agent chargé de recueillir des histoires vécues et dramatiques. Grâce à ce stratagème, après 18 mois de chasse, elle localise Christina et enlève l'enfant à sa mère. Une séparation insupportable pour Paula Oldham. De retour aux États-Unis, elle est condamnée à 2 ans de prison. Depuis, Christina vit avec son père. J'espère qu'un jour elle éprouvera des remords pour ce qu'elle a fait. J'espère qu'elle s'excusera auprès de moi. Et j'espère qu'un jour elle jouera un rôle dans la vie de Christina, mais cette fois un rôle raisonnable. Pour l'instant, tout contact qu'elle aura avec l'enfant sera supervisé probablement par un policier. C'est une chose bien triste, mais c'est pour protéger l'enfant. Et j'espère qu'elle sera capable de voir le mal terrible qu'elle a fait. Avec la condamnation de son ex-femme, Martin Ogawa a retrouvé son honneur, un moment bafoué. Désormais, il participe à des programmes de recherche d'enfants disparus. Il y raconte son histoire, celle d'un père à qui l'on a injustement enlevé sa fille. Affable, le visage souriant, Martin Ogawa se veut être un homme au-dessus de tout soupçon. Vous m'avez vu aujourd'hui. Je ne pense pas que je sois violent. À mon avis, tous les groupes de femmes, ces foyers de femmes battues, aiment bien dépeindre les hommes comme violents. Et moi, je ne suis pas violent. Beaucoup de gens font ce genre d'accusations pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais vraiment, je ne suis pas violent. En fait, au procès, une fois qu'elle a raconté son histoire, moi je suis arrivé dans la salle d'audience et chacun pourra vous le dire, les membres du jury sont tombés des nues. Ils ont été surpris de voir comment je suis. Je ne ressemble pas du tout à la personne qu'elle dépeint, parce que je ne le suis pas, parce que les choses qu'elle raconte ne se sont jamais produites. Je n'ai pas vu Christina pendant les 13 premiers mois après mon retour aux États-Unis. Je n'ai même pas pu lui parler. La semaine dernière, c'était la première fois que l'on a pu se parler au téléphone. Et je lui ai dit que nous vivions toutes les deux sous le même ciel et que si sa maman lui manquait, elle pouvait toujours regarder le ciel parce que ça, personne ne pouvait le lui prendre. Quand je lui ai reparlé avant-hier, je lui ai demandé si elle regardait le ciel. Et pour la première fois depuis 3 ans, j'ai senti de la joie dans sa voix. Elle m'a dit « Oh oui, maintenant, je regarde le ciel chaque jour. » C'est vraiment une petite fille qui vit dans la peur.
C'est difficile d'envisager l'avenir. Il se peut qu'on reste ici longtemps, ou peut-être qu'il faudra faire les valises pour aller ailleurs, et une fois encore tout laisser derrière. Mais pour l'instant, on va rester ici, pour aujourd'hui, et on verra bien demain. One day at a time.